Imaginez la scène, un jeune soldat japonais, un peu plus de 20 ans, regarde un étonnement silencieux tandis qu'un médecin américain nettoie et bandage soigneusement une blessure sur le bras. Autour, d'autres prisonniers reçoivent des repas chauds, des uniformes propres et des soins médicaux que beaucoup n'ont jamais connus même dans leur propre armée. Ce n'était rien que le sergent Yamamoto s'attendait à ce que son bataillon soit formé à la guerre en 1943. Je pensais que je mourrais, avouerai plus tard aux interrogateurs alliés. Au lieu de cela, ils m'ont donné plus de nourriture en une seule journée que je n'avais mangé en une semaine au Japon. C'est l'histoire surprenante et peu connue de la façon dont les prisonniers japonais sont venus décrire les champs de détention américains comme une véritable oasis au milieu du chaos de la guerre. Une révélation qui a secoué les deux côtés du conflit du Pacifique et a contesté toutes les conceptions sur la nature de la guerre dans les années 40. Pour comprendre pourquoi ce rapport est si percutant, nous devons revenir au 7 décembre 1941. L'attaque de Pearl Harbor n'était pas seulement un coup contre le terrain américain, ce fut le début d'un choc entre deux opinions radicalement opposées sur la guerre, l'honneur et la dignité humaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on estime que entre 35 000 et 50 000 soldats de l'Empire japonais se sont rendus aux forces alliées avant la fin du conflit en Asie en août 1945. Mais ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ce qu'ils ne révèlent pas, c'est la transformation psychologique que ces hommes ont traversée, de guérilleros conditionnés à préférer la mort pour se rendre aux êtres humains qui, pour la première fois, ont connu le sens d'être traités avec respect. La machine de guerre japonaise de 1941 a été soutenue par un code d'honneur ancestral, le Bushido, la voie du guerrier. Ce n'était pas seulement une doctrine militaire, mais d'un engagement spirituel dans lequel la mort était préférable à la honte de la capture. Les soldats japonais ont porté la conviction que la reddition était le plus grand des honneurs non seulement pour eux-mêmes, mais pour leur famille et l'empereur lui-même. À travers l'océan, les forces américaines, en plus de suivre les lois internationales et les conventions de Genève, ont agi par quelque chose de plus profond, un principe qui changerait à jamais la façon dont ces prisonniers ont vu non seulement leurs ravisseurs, mais aussi l'essence même du conflit humain. Les premiers Japonais capturés par les Américains étaient souvent induits, pas pour la brutalité qu'ils attendaient, mais pour l'humanité qu'ils ont trouvée. Le lieutenant-colonel James Morrison, un officier du renseignement garé dans le Pacifique, enregistré dans ses rapports de 1942 sur l'étonnement de ces hommes. Ils ont l'air vraiment confondus avec notre traitement, a-t-il noté. Ils s'attendaient à une exécution ou à une torture. Lorsque nous proposons des cigarettes et du café chaud, beaucoup refusent, convaincus que c'est une tactique de guerre psychologique. Mais ce n'était pas une stratégie de guerre. C'était une conviction. Alors que les commandants japonais ont engagé dans leurs troupes qui le capturent par l'ennemi signifiait des horreurs indescriptibles, la doctrine américaine a connu une valeur stratégique dans les prisonniers bien bordés. Un soldat en bonne santé avait plus à offrir dans l'information et un prisonnier bien nourri a servi de preuve que les États-Unis ont honoré leurs engagements internationaux. Surtout, le traitement de la dignité capturée faisait simplement partie de ceux que les Américains croyaient être. Le contraste ne pourrait pas être plus brutal. Dans les camps de prisonniers japonais, plus de 140 000 prisonniers alliés ont fait face à des conditions inhumaines, 1 sur 3, il est décédé de la faim, de l'épuisement, des maladies ou de la punition. Pendant ce temps, dans les champs américains, les Japonais capturés ont découvert quelque chose qui leur semblait impossible, leurs ravisseurs se souciaient davantage de leur bien-être que leurs propres supérieurs ne l'avaient fait. Kabutoshi Nakamura se battait dans les îles Salomon depuis 8 mois lorsque Steele, as d'un bombardement américain le rendait incapable de marcher. Ces officiers l'ont rejeté comme un fardeau inutile, dans la logique implacable de la guerre du Pacifique, les soldats blessés qui ne pouvaient pas se battre ont souvent été abandonnés ou éliminés. Mais lorsque les Marines américains l'ont trouvé dans un hôpital de campagne de fortune, tout a changé. Ils m'ont porté, je me présenterai plus tard à un chercheur sur le crime de guerre. Ennemi, des soldats américains m'ont emmené à leur poste médical. Un médecin a regardé ma jambe, pas à leur blessure en premier, n'a pas priorisé le sien. Il m'a regardé. Ce n'était pas un cas isolé. Les ambulanciers paramédicaux américains avaient l'ordre expressif de traiter les prisonniers blessés avec la même urgence que leurs propres compagnons. Une politique qui ressemblait presque à un miracle pour les hommes créés pour croire que l'ennemi était moins qu'humain, que la miséricorde était la faiblesse et que sa vie n'était précieuse que si elles sont offertes à l'empereur. La nourriture a été un autre choc. Même en pénurie totale de guerre, les rations américaines contenaient plus de protéines et de calories que la plupart de ces soldats ont vu depuis des mois. Alors que les îles japonaises souffraient du manque de riz et que les troupes ont survécu avec de simples portions, les prisonniers sont tombés sur des repas qui comprenaient de la viande, des légumes, du pain et parfois des délices comme le chocolat ou le café. Je pensais que c'était un piège,
se souvient le 3e officier Hiroshi Tanaka, capturé après son évier sous-marin près de mi-chemin. La nourriture était trop bonne. Je soupçonnais qu'ils essayaient de nous empoisonner ou de nous affaiblir. Mais quand j'ai vu les soldats américains manger la même chose, j'ai compris, c'est comme ça qu'ils vivaient. Les domaines de prison alliés en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et aux États-Unis ont déjà offert des conditions relativement décentes. Mais les champs américains se sont démarqués même parmi les normes occidentales. Loin des cages en bambou et de la fin des champs japonais, les prisonniers vivaient dans des logements en bois avec des lits, des couvertures et du chauffage. Ils avaient accès à des domaines de loisirs, à des programmes éducatifs et même à des instruments de musique. Certains champs avaient des bibliothèques, des équipements sportifs et des ateliers où ils pouvaient apprendre l'artisanat. Cependant, ce qui les rendait le plus stupéfaits, ce sont les soins médicaux. Les médecins militaires américains ne se limitaient pas à traiter les blessures graves, ils ont effectué des soins de routine, des travaux dentaires et ont même offert un soutien psychologique. Beaucoup de ces hommes ont reçu de meilleurs soins médicaux en tant que prisonniers qu'ils n'avaient reçus en tant que soldats actifs dans leur propre armée. L'impact psychologique était dévastateur. Créés dans une culture qui glorifiait le sacrifice et considérait la souffrance comme une preuve de vertu, ces guerriers ont été soudainement considérés dans un environnement où leur confort et leur santé étaient de véritables priorités de leurs ravisseurs. Les officiers américains du renseignement ont rapidement réalisé que les prisonniers bien éteints étaient incroyablement coopératifs non parce qu'ils étaient brisés, mais parce que, pour la première fois, ils n'étaient pas traités comme des choses à dépenser, mais comme des êtres humains dont l'existence avait une valeur intrinsèque. Ils n'étaient pas des pions dans un conseil stratégique, mais des hommes avec des noms, des histoires et en ont besoin pour la première fois que quelqu'un était prêt à reconnaître. Cette révélation était aussi choquante que libératrice. Imaginez l'impact sur un soldat comme Watanabe, habitué à dormir dans une caserne surpeuplée, où l'espace personnel se résumait à la longueur de son propre corps étendu au sol. Où la propriété individuelle était un concept aussi étranger que l'idée de remettre en question une ordonnance. Et soudain, il a reçu un matelas, pas un morceau de paille pourrie, mais un vrai matelas, avec des draps propres échangés chaque semaine. Une serviette avec ses initiales brodées. Un miroir où il pouvait regarder sans la ruée d'un officier criant pour se dépêcher. Petit geste qui, ajouté, démantelait. Doctrine. Les Américains ne nourrissaient pas seulement les corps, ils nourrissaient quelque chose de beaucoup plus dangereux pour le régime japonais, la conscience individuelle. Lorsqu'un prisonnier a reçu un livre en anglais pour étudier, ce n'était pas seulement un outil de communication, la graine d'une idée radicale, vous avez le droit d'apprendre, de grandir, d'avoir un avenir au-delà de la guerre. Lorsqu'un médecin américain a traité une blessure antiseptique et une gaz stérile, il ne guérissait pas seulement une blessure, il montrait que l'homme méritait d'être guéri. Chaque repas équilibré, chaque bain chaud, chaque nuit sans la terreur d'une punition arbitraire était un marteau des fondements de l'idéologie qui les avait envoyés à mourir. Et le plus ironique ? Ce traitement humain n'était pas une chance ou une exception, une stratégie. Les Américains avaient découvert, presque par accident, que la compassion était une arme plus puissante que la torture. Un prisonnier bien nourri avec un esprit clair et un corps récupéré se souvenait des détails qu'un homme brisé par la faim ou la douleur oublierait ou déformerait. Un soldat traité avec dignité parlait non pas par peur, mais pour la gratitude, et la gratitude, contrairement au terrorisme, n'est pas épuisée au fil du temps. Il grandit. Les lettres que ces hommes ont écrites à la maison n'étaient pas seulement de la correspondance, ils étaient de vraies bombes libérées contre la machine de propagande japonaise. Chaque ligne qui décrivait un dîner de viande, un médicament contre la toux ou un garde qui a demandé par le nom de sa mère était un coup contre le mythe de la cruauté américaine. L'Empire du Japon avait enseigné à ses soldats que la reddition était déshonneur et que les ennemis étaient des démons. Mais comment soutenir ce récit lorsqu'un enfant a écrit, ici, il m'appelle par mon nom. Hier, une infirmière a passé 2 heures à côté de moi pendant que j'avais de la fièvre? La dissonance cognitive était insupportable. Les soldats qui avaient été formés pour mourir pour l'empereur sont maintenant tombés sur une question traître, pourquoi un ennemi se soucierait-il davantage de ma vie que de mon propre pays? La réponse, pour beaucoup, était trop simple pour être ignorée, parce que je me rattrape plus qu'ils ne m'ont dit. Et donc, dans les coulisses de la guerre, une révolution silencieuse a pris forme. Pas avec des tirs ou des bombardements, mais avec du pain frais le matin, avec des sourires de garde qui ne les ont pas traités comme des animaux, avec la permission d'exister au-delà de la fonction de tuer ou de mourir. Pour les hommes qui avaient été réduits à des chiffres dans un rapport bas, c'était une révélation plus explosive que n'importe quelle grenade. Et sans le savoir, le Japon perdait déjà la bataille la plus importante, la loyauté de ses propres soldats.
C'était le cruel paradoxe de la guerre, ce que l'Empire appelait des morceaux jetables de la machine militaire à découvert, entre les mains de l'ennemi, qu'ils étaient encore des hommes. Pas de chiffres. Pas de vitesse. Des hommes avec des dents qui font mal, des yeux qui se brouillaient, des cœurs qui aspiraient aux nouvelles de la maison. Les lettres interceptées par les censeurs japonais n'ont pas menti, ils ont crié une vérité gênante. Aujourd'hui, un médecin américain a examiné mes yeux et m'a donné des lunettes. Pour la première fois depuis des années, je vois les étoiles vivement. Quel genre de guerre était-ce, où l'ennemi se souciait-il de la vision d'un prisonnier qui ne retournerait jamais sur le champ de bataille? Ce que ces soldats ont commencé à soupçonner, et ce que Tokyo craignait qu'ils le découvrent, ce n'était pas une faiblesse mais une arme plus mortelle que n'importe quelle baïonnette. Pendant ce temps, dans les champs japonais, la réalité était un miroir déformé de cette même guerre. Là, les prisonniers alliés ne sont pas morts au combat. Ils sont morts de faim calculée, de maladies ignorées, de violences méthodiques. 30% d'entre eux ne survivraient pas à la captivité, un indice si élevé qu'il n'était pas statistique, c'était politique. L'Empire n'a pas vu de prisonniers, via des traîtres potentiels, les corps méritaient de pourrir avant que leur esprit puisse être oscarné par des idées dangereuses. Mais dans le Pacifique, où le sable était arrosé de sang et la résistance à la mort était le dogme, quelque chose a commencé à se fissurer. Ce n'était pas une reddition de masse, le code de Bushido était encore trop pressé la gorge pour cela, mais étaient des gestes. Un soldat qui, après une balle sur son bras, a laissé tomber le pistolet et a levé les mains. Un autre qui, sans les munitions, n'a pas porté contre les baïonnettes américaines, mais à genoux, tremblant, n'attendant pas la miséricorde, mais par un signe que la miséricorde existait. Les commandants américains ont noté. Et ce qu'ils ont vu n'étaient pas des lâches, mais des hommes faisant un choix impossible, mourir comme des héros anonymes ou vivre comme témoins de quelque chose qui a contesté tout ce qu'ils leur avaient enseigné. Lorsque ces prisonniers sont arrivés dans les champs américains, ils n'ont pas été brisés. Ils étaient éveillés. Ils n'ont pas parlé de peur, mais parce que pour la première fois, quelqu'un les a entendus sans exiger de la loyauté aveugle en retour. Ils nous font confiance pour faire notre parole, a noté le capitaine Robert Chen, un Issei qui comprenait mieux que quiconque le poids de ses regards suspects se transformait en soulagement. Et cette confiance est l'intelligence la plus précieuse que nous ayons. La routine dans les prisonniers américains était une leçon de subversion quotidienne. Café chaud à l'aube, pâle au sale des feuilles de thé réutilisées qu'ils connaissaient sur le devant. Pain au beurre, suffisamment de protéines pour remplir le vide que la guerre était tombée dans son estomac. Examens médicaux qui n'étaient pas une torture déguisée, mais des soins qui leur ont rappelé que leur corps méritait plus que de servir de bouclier pour l'Empire. Et puis, l'éducation. Les cours d'anglais enseignés par des gardes qui, des semaines plus tôt, auraient pu être leur cible. Des hommes qui ont appris à lire pour la première fois à 25 ans, tandis que d'autres ont débattu de l'histoire américaine comme s'ils étaient des étudiants, pas des prisonniers. Pour les soldats créés pour croire que les connaissances ne servaient que l'État, cette liberté était un poison sucré, une idée qui, une fois plantée, ne pouvait plus être déchirée. Même la foi était différente. Les bouddhistes pouvaient assembler leurs petits autels sans crainte de représailles. Le curieux pourrait parler aux missionnaires chrétiens sans être obligé de s'agenouiller devant un portrait de l'empereur. L'idée que la spiritualité pourrait être un choix, pas un ordre, était aussi révolutionnaire que la remise elle-même. Dans le domaine, on m'a dit que je pouvais croire ce que je voulais, a écrit un ancien prisonnier dans son journal, des années plus tard. À la maison, on m'a dit qu'il n'y avait qu'une seule vérité. Maintenant, je ne sais plus quel est le mensonge. À la fin de la guerre, ces hommes sont retournés dans un Japon gris, fédéotiquement libre, mais toujours enchaînés à de vieilles hiérarchies. Certains, comme Hiroshi Nakajima, ont essayé de se réintégrer, juste pour constater que le pays qui les avait envoyés pour mourir ne voulait pas savoir ce qu'ils avaient appris à vivre. Ici, je suis censé m'effacer à nouveau, a-t-il écrit. Mais comment oublier cela, pendant un moment, j'ai été traité comme quelqu'un qui comptait. D'autres sont devenus une voix active pour la démocratie, utilisant leurs expériences pour affirmer qu'un pays n'avait pas besoin de choisir entre l'honneur et l'humanité. Certains, incapables de concilier le Japon qu'ils connaissaient avec le monde qu'ils avaient envisagé, ont émigré, non seulement une nouvelle terre, mais la dignité qu'ils n'ont trouvée que derrière les bars américains. Les stratèges de MacArthur ont compris la puissance de ces chanteaux. Chaque prisonnier bien étiré était un messager involontaire, ses lettres, ses contes, ses cicatrices guéries ont raconté une histoire qu'aucune propagande ne pouvait combattre. Lorsque les nouvelles se sont répandues dans les tranchées japonaises, les Américains ne torturent pas. Ils donnent de la nourriture.
Ils traitent les blessés. Même le fanatisme enraciné a commencé à vaciller. Ce n'était pas une reddition de masse, mais c'était une fente. Une question. Et dans une guerre où chaque mètre de saleté était contesté avec dentaire et des ongles, un doute pourrait faire la différence entre un BA. La sculpture perdue et une vie sauvée. En retenant ces hommes en 1945, les Américains ne revenaient pas seulement les prisonniers. Ils plantaient des graines. Des hommes qui avaient vu, de leurs propres yeux, que la démocratie n'était pas un concept abstrait, mais quelque chose d'aussi béton qu'une assiette de nourriture chaude ou une paire de lunettes qui a rendu le monde à la netteté. Dans un Japon détruit, où l'Empire a tenté de se réinventer sans perdre son visage, ces anciennes prisons étaient la preuve vivante qu'il y avait un autre moyen. Et lorsque l'occupation américaine a commencé à façonner la nouvelle nation, ces voix, silencieuses, mais insistantes, elles ont augmenté plus fort que n'importe quel discours officiel. Parce qu'en fin de compte, la guerre n'avait pas été submergée par des bombes et des fusils. Il avait été submergé par du pain, avec des vers, avec l'idée radicale que même un ennemi était humain. Et cela, les Japonais le découvriraient bientôt, a été la défaite la plus difficile à surmonter. Ce ne sont pas seulement les organisations militaires qui se sont transformées, leur propre âme en jeu. Ces anciens prisonniers, autrefois des pions d'un système qui les considérait comme des jetables, sont devenus des ponts invisibles entre deux mondes dans des escroqueries. Quand ils ont parlé, ce n'était pas une voix rauque de propagande, mais avec l'autorité silencieuse de ceux qui avaient été nourris avec le corps et la dignité. Leur rapport, tissus avec des fils d'étonnement et de gratitude, ont désarmé même les plus sceptiques, ils nous ont donné plus que de la nourriture. Ils les ont rendus à nous-mêmes. C'est la forte ironie de l'histoire, l'Empire qui les avait envoyés à mourir a découvert à travers eux que la compassion pourrait être plus puissante que l'épée. Ce n'était pas un geste vide, c'était le calcul et la conscience opérant à l'unisson. Un prisonnier bien traité n'était pas un risque, mais un allié potentiel, pas un ennemi à brisonner, mais un homme à reprendre. Les statistiques ont confirmé ce que la moralité savait déjà, là où il y avait du respect, il y avait une intelligence fiable, là où il y avait l'humanité, il y avait moins d'émeutes et plus de coopération. Pas de brochure, aucune radio de propagande ne pourrait obtenir ce qu'un véritable sourire ou une plaque chauffante a fait, convertir les cœurs. Mais le vrai miracle n'était pas dans les chiffres, mais dans les détails presque imperceptibles. Dans la garde, il a appris à Tabetsukata vous devez le manquer, pour calmer un jeune soldat en pleurant pour sa mère. Au docteur qui a extrait une dent pourrie d'un officier ennemi avec les mêmes mains que, quelques heures plus tôt, avait sauvé un marin naval. Dans la bureaucratie qui, contre toutes les règles de la guerre, était soucieuse d'envoyer des nouvelles à des familles lointaines. Ils étaient des actes de rébellion silencieux contre la logique qui disait, en guerre, l'humanité est le premier luxe à être abandonné. Ces Américains ordinaires ont prouvé que, au contraire, c'est précisément dans ces moments qu'il est devenu plus nécessaire. L'effet domino est allé au-delà des clôtures en fil de fer barbelé. Lorsque les nations ont vu que traiter l'ennemi avec décence, ce n'était pas une faiblesse, mais une arme stratégique, les conventions de Genève ont pris du poids de la réalité, pas d'utopie. Les champs américains sont devenus un manuel vivant, ils ont démontré que même dans les entrailles du conflit était possible et avantageux pour garder la ligne entre l'homme et le monstre. Et dans le Japon d'après-guerre, ceux qui avaient prouvé la liberté de penser, de prier, d'exister au-delà de l'uniforme de l'empereur, sont devenus les fondements d'une démocratie née des cendres. Non pas par hasard, la même nation qui les avait déjà envoyés avec honneur les a maintenant entendus parler des droits, des choix, de la valeur d'une vie qui n'appartient pas à l'État, mais à elle-même. Lorsque ces soldats ont appelé les champs un paradis sur la terre, ce n'était pas seulement du riz blanc ou des couvertures propres qui leur ont fait dire cela. C'était l'étonnement de découvrir qu'ils pouvaient être plus que des engrenages d'une machine de guerre. C'est la révélation qui a même vaincu, ils possédaient toujours quelque chose qu'aucune armée ne pouvait confisquer, leur humanité. Dans un monde où les hommes ont été réduits en nombre et elle liste de victimes, ces champs ont osé dire, vous n'êtes pas ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas celui qui a servi. Tu es. Aujourd'hui, lorsque de nouveaux conflits tentent de nous convaincre que la cruauté est inévitable ou que la dignité est un privilège pour ceux qui gagnent, cette histoire fait écho à un avertissement et à une promesse. Les Américains qui géraient ces domaines ne suivaient pas seulement les protocoles, ils écrivaient, avec des actions, une vérité inconfortable, la façon dont nous traitons avec ceux qui sont en notre pouvoir ne les définissent pas. Nous définit. Préserver l'humanité au milieu de l'enfer n'était pas un acte de naïveté, mais de clairvoyance. Parce que la plus grande victoire n'est pas mesurée dans les territoires conquis, mais à l'avenir, qui refuse de répéter les erreurs du passé. Ce paradis n'avait pas de coordonnées géographiques.
C'était un territoire moral, conquis avec chaque geste qui disait, même ici, même maintenant, vous comptez. Et c'est dans ce pays sans carte que les prisonniers et les geôliers, chacun à leur manière, ont trouvé quelque chose de plus durable que la paix imposée par les traités. Ils ont trouvé la possibilité d'un monde où la guerre n'était pas la fin de l'humanité, mais le début d'un nouveau.